Mesdames et messieurs, bonsoir, un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission au cœur de l'environnement sur Eden Télévision. Aujourd'hui, nous parlons d'une thématique assez spécifique, c'est bien sûr justice climatique et résilience, repenser la gestion des catastrophes. Et pour ce faire, comme d'habitude, j'ai deux invités sur ce plateau. Jude Azomaou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Adju. Bienvenue sur l'émission au cœur de l'environnement. Merci beaucoup. Vous êtes environnementaliste, n'est-ce pas? Bien sûr. Docteur Euseb Kakou, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Jonas. Merci d'être là. Merci. Vous également, vous êtes environnementaliste et c'est à vous justement que va s'adresser ma première question. Comment, docteur, définissez-vous la justice climatique? En fait, merci déjà pour la question. C'est une notion importante et qui de nos jours fait objet de plusieurs projets. Il faut comprendre que les communautés ne sont pas affectées de la même manière par les changements climatiques. Et quand vous retrouvez dans les communautés au nord, les pays industrialisés qui produisent et émettent plus les gaz à effet de serre ne sont pas tellement affectés par les risques climatiques comme les pays au sud. Et donc, cette notion de justice climatique voudrait donc que l'on apporte des solutions à ces communautés vulnérables pour les aider à renforcer leur résilience. Et donc, la notion fait appel à des thématiques comme la correction de l'inégalité sociale et économique et également faire en sorte que les peuples puissent avoir les mêmes apports pour pouvoir renforcer leur résilience. Résilience, ok, face au changement climatique, Face au bien sûr. changement climatique. Jude Azomaou, et de votre côté? Oui, j'irai dans le sens de M. Euseb déjà. La justice climatique, on ne saurait le définir qu'en appréhendant le concept. Donc il faut dire que le concept de la justice climatique est parti du constat que les impacts du changement climatique sont inégalement répartis de par le monde. Et ce constat nous a fait remarquer que les pays les moins responsables de la production ou des causes du changement climatique sont les plus impactés par les conséquences du changement climatique. Donc, à travers ce concept, il y a une conscience en réalité d'établir l'équilibre ou l'équité du point de vue de la balance climatique. Ok. Mais sur d'autres plans, dites-nous quel groupe de population ou de pays sont les plus vulnérables? Oui. De ce point de vue, déjà, lorsqu'on parle des pays les moins responsables, mais des causes du changement climatique et les plus impactés encore, c'est déjà les pays les plus, en majeure partie localisés sur le continent africain. Donc les populations les plus vulnérables en réalité sont localisées sur le continent africain. Et lorsqu'on va peut-être descendre au niveau national, pour ce qui est du cas par exemple du Bénin, a priori, nous sommes tous exposés déjà aux effets du changement climatique. Et nous le ressentons aujourd'hui. Et nous le ressentons par les fortes chaleurs aujourd'hui. Et même à ce niveau aussi, il va falloir faire une catégorisation parce que toute la population n'est pas impactée de la même manière face aux différents aléas. Et face aux différentes zones également. Également. Alors, docteur, dites-nous, oui, de votre côté, alors, est-ce à dire que mon oncle ou ma tante qui se retrouve en Europe, en France ou aux États-Unis ne sera pas beaucoup plus exposé? Toute la planète est exposée. Et il y a eu des tempêtes récemment. Il y a tellement de tempêtes au nord, dans les pays industrialisés et autres. Ils en ont leur nom, tempête telle, tempête telle. Et c'est des communautés tellement de dénominations. À des moments donnés, vous remarquez comme si, pour des intempéries ponctuelles, c'est des intempéries qui dévastent énormément, qui font énormément de dégâts. Oui. Et donc, bien vrai, nous, la situation, on la remarque, on la vit, notamment dans les zones côtières ici au sud et au nord à travers les questions de sécheresse et autres. Mais quand ça arrive dans les pays industrialisés, ça fait vraiment des dégâts. Même les feux de brousse, c'est vrai qu'on fait des enquêtes pour voir si c'est réellement quelle est la véritable cause, oui, quelle est la véritable cause, mais on s'accorde à pouvoir dire que le changement climatique également contribue fortement à accélérer ces cas de feux de brousse-là. Mais dites-moi, en quoi la justice climatique est-elle liée aux inégalités sociales et économiques? Bien entendu, parce que... Quel est le rapport? Oui, parce que il y a différents groupes. Comme il le disait, il y a les femmes, il y a les enfants. Et toute la population n'a pas le même pouvoir d'achat, par exemple. Lorsque vous prenez le volet économique, et si des situations de risque climatique, des risques affectent des populations données, ils ne peuvent pas forcément avoir les moyens financiers pour faire face à cette situation. Donc, cette notion de justice climatique voudrait alors qu'on puisse apporter des
des ressources, que ce soit financières ou installer des, je sais pas, toute infrastructure pour permettre alors à ces communautés-là, vulnérables qu'elles soient, et n'importe quelle couche qu'elle soit également, de pouvoir se renforcer. Et donc, que ce soit dans le domaine de l'adaptation, que ce soit dans le domaine de l'atténuation, il faudrait que cette notion de justice climatique puisse aider les communautés à pouvoir réellement être résilients. Jude Azomaou, en quoi cette justice climatique est-elle liée aux inégalités? Tout à fait. Déjà, dans le sens de M. Zeb, on a dit tout à l'heure que les impacts sont déjà inégalement répartis. Et lorsqu'elles sont inégalement réparties, c'est-à-dire on assiste déjà à des perturbations, par exemple, de nos saisons, du climat. Et ces perturbations, lorsqu'on va prendre le volet de la vulnérabilité des dégradations, par exemple, des sols, les agriculteurs sont beaucoup exposés, par exemple, peut-être à une mauvaise récolte ou à la rareté des pluies. Ce qui joue suffisamment sur le chiffre d'affaires. Sur le chiffre d'affaires, et non seulement sur le chiffre d'affaires, mais également sur la disponibilité des denrées alimentaires au niveau de la population. Ce qui nous ferait assister peut-être à la hausse des prix par moment. À la cherté, nous assistons déjà à ça. Tout à fait. Donc c'est en réalité une chaîne. Donc l'économie, du point de vue économique et social, et de la perturbation en réalité aussi du climat, c'est toute une chaîne. Toute une chaîne. Alors quels sont les principaux obstacles à la résilience concernant ces communautés face aux catastrophes? Je dirais, est-ce qu'il y a de principaux? Je vais parler d'un principal, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de mesures qui sont mises en place par le gouvernement. Pour atténuer, atténuer et même prévenir, parce qu'il existe aujourd'hui la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes, voilà, la politique nationale de gestion du changement climatique. Il y a pas mal de trucs qui sont déjà mis en place par le gouvernement, mais je pense que c'est en réalité le paradigme dans lequel vivent déjà les populations qui font que le message ne passe pas. Parce qu'il y a aussi, je pense, l'Agence nationale de la protection civile également qui fait beaucoup à travers les sensibilisations et à l'endroit des populations. Mais lorsque les sensibilisations se font et qu'on dit à la population, possiblement dans une période ou dans telle période, vous pourrez être confronté par exemple à telle inondation et tout. Bon, lorsque eux se réfèrent peut-être à leur vécu ou à leurs expériences ou à leur réalité, bon, ils ne sont pas du tout ouverts ou vraiment réceptifs à tout ce qui se dit, ou ils sont un peu négligents. Donc, ils se mettent devant le fait accompli, ils ne peuvent que subir. Donc je pense que c'est une question d'ordre, comment il va dire, sociologique. Oui. Docteur, qu'est-ce qui empêche la résilience? Non, mais déjà, il faut déjà avoir l'information. Il a dit qu'il y a beaucoup d'actions de sensibilisation. Maintenant que vous avez l'information et que vous connaissez les mesures à mettre en place pour renforcer votre résilience, et que vous n'avez pas le moyen financier nécessaire, donc là, l'information est, mais vous n'avez pas forcément le moyen financier pour pouvoir. Donc ça, c'est un premier obstacle. Aussi, il y a l'urbanisation qu'il ne faut pas ignorer, parce qu'à chaque fois qu'une population connaît une forte croissance, vous savez, il y a l'expansion de la ville. Et cette expansion-là fait en sorte que les périphéries qui étaient boisées deviennent des zones vraiment déboisées. Et on a une accélération. Et donc, ce facteur-là fait en sorte qu'il n'y a pas un reboisement. Alors, donc, ces mesures de renforcement de la résilience et autres qui sont affaiblies font alors que les communautés sont plus facilement. Il est vrai que l'information parvient, mais dans quelle langue aussi? Parce qu'il faut déjà noter que l'information peut venir, mais il faudrait que tout le monde puisse comprendre. Et que l'information soit accessible à une population donnée. Et sur quel support? Parce que ce n'est pas forcément si un message vient sur mon téléphone pour me dire que voilà, que je sois amène de lire. Oui. Je peux comprendre à travers des images, je peux comprendre à travers des écrits. Comme il faut prendre tout cela en compte. Il y a beaucoup d'aspects qu'il faut prendre en compte. Donc. Mais je pense que le principal aussi, comme il le dit, il faut apporter un moyen financier équitable. Même si vous donnez des variétés résilientes, il faudrait quand même que la personne soit en mesure de pouvoir reprendre ses variétés. Tout à fait. Et si le climat se modifie dans le temps et que cette variété ne répondait plus à l'autre climat, il faudrait encore apporter d'autres variétés. Donc, dans tout cela, il faudrait vraiment que la population soit informée des changements qu'on a dans le temps pour pouvoir vraiment renforcer leur résilience. D'accord. Monsieur Jude, dites-nous, est-ce que vous connaissez des pays ou des régions qui ont quand même mis en place
des stratégies de résilience? Oui. Pourquoi des pays, quand on peut partir du Bénin aussi? Parce que je pense qu'au Bénin, il y a pas mal de choses qui sont aussi faites pour déjà pallier à ces effets-là. Quand on prend le simple exemple, par exemple, déjà des constructions que nous faisons dans le pays aujourd'hui, l'éclairage est fait en majeure partie par des lampes solaires, voilà, des lampadaires qui sont alimentés à partir de l'énergie solaire. C'est déjà des mesures, c'est déjà des méthodes. Aujourd'hui, on connaît ou on a la connaissance que Cotonou est généralement inondé en saison pluvieuse. Les aménagements aujourd'hui ont pris en compte ce volet-là. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de constructions, d'assainissement qui ont pris en compte l'écoulement de l'eau pour faciliter en réalité la gestion de l'inondation à Cotonou. Et à part ça, il y a aussi les systèmes d'alerte précoce qui sont installés. C'est tout un mécanisme et qui permet en réalité à ce que la population soit très vite alertée par rapport à de possibles situations qui peuvent survenir à tout moment. Donc, il y a pas mal de choses qui se font, mais on ne dit pas que c'est déjà le nécessaire ou c'est déjà... Il faut plutôt penser à... Il faut penser encore. Docteur, en plus de tout ce qu'il a cité, est-ce que vous avez d'autres stratégies que vous maîtrisez? Oui, mais il a dit que les stratégies sont mises en place, mais c'est après les impacts qu'on analyse de leur efficacité. Sinon qu'au Bénin, il y a beaucoup d'actions et quand vous allez, pas que secteur, parce que quand vous allez dans le domaine agricole, vous devez aller également par spéculation pour voir ce qui se fait. Et donc, vous avez, aujourd'hui, les gens construisent plus les systèmes de retenue d'eau, par exemple, et le système d'éclairage sous tension solaire, comme il le dit. Aujourd'hui, on essaie de pouvoir faire la transition écologique et la transition on quitte l'énergie conventionnelle vers l'énergie. Donc, c'est autant d'actions que nous voyons, mais il faudrait vraiment un peu de temps pour pouvoir analyser et voir l'efficacité de toutes ces actions que nous sommes en train de mener et de pouvoir dire, voilà, tel pays a réellement... moi, je ne pense pas qu'à date, on ait un pays qui soit réellement exempt. C'est vrai qu'on parle souvent du Bangladesh, mais on verra dans le temps si les systèmes d'alerte, ils ont mis en place des systèmes d'alerte efficaces, des retenues d'eau de très grande superficie et autres. Mais ils ne sont pas totalement épargnés à 100%. Non, parce que tout dépend de l'ampleur. Il n'y a pas ce risque zéro là. Mais est-ce que les populations autochtones ou traditionnelles n'ont pas un rôle aussi à jouer? Bien entendu, parce que lorsque vous parlez de population autochtone, vous voudriez dire que c'est les premières nations qui ont occupé un espace donné. Tout à fait. Et donc, peut-être depuis avant l'ère industrialisée, donc depuis l'ère coloniale. Et donc, cette population a eu le temps de pouvoir développer des aspects de résilience sans d'abord les informations modernes dont nous disposons aujourd'hui. De la même manière, lorsque vous prenez les savoirs traditionnels, vous êtes en train de dire donc que au-delà même des peuples autochtones, il peut y avoir d'autres peuples qui partagent leurs connaissances avec... et vous voyez, il y a des peuples, par exemple, qui construisent leurs maisons sur pilotis. Et ça, ce n'est pas forcément la technologie qui le fait. Donc, même des nomades, des peuples, ils savent comment, avec le temps, ils peuvent faire déplacer leurs bœufs, leur pâturage, parce qu'ils voient venir par des signes donnés, à quel endroit est-ce qu'ils seront. Voilà. Donc, ces connaissances contribuent réellement à renforcer les mesures traditionnelles ou les mesures modernes que nous sommes en train de vulgariser aujourd'hui. Et donc, il est important, aujourd'hui, on en parle, il y a des forums aujourd'hui sur l'aspect des savoirs autochtones et qui font ressortir les connaissances pour qu'on puisse les intégrer également dans les plans d'intervention de gestion des risques et catastrophes. D'accord. Jude Zomaou, comment les politiques publiques à présent peuvent-elles intégrer la justice climatique? Je pense que la politique publique le fait déjà quand même à sa manière, à travers les nombreuses les nombreux documents et actions qui sont en train de mettre en place et tout. Et on le remarque déjà aussi. Aujourd'hui, les constructions, par exemple, qui se font, quand on prend le cas des marchés modernes ou du musée qui est en cours de construction et tout, on constate que ce sont par exemple des matériaux locaux qui sont en train d'être utilisés pour les constructions. Parce que ça y va aussi. Quel est l'avantage? L'avantage, en réalité, non seulement ça nous permet de faire valoriser
nos produits locaux, mais ça contribue également à réduire aussi, à décarboner du moins l'urbanisation. Parce que nous, aujourd'hui, nos constructions sont beaucoup plus faites avec du ciment, enfin des matériaux conventionnels qu'on connaît et qui sont beaucoup plus importés. Et dans les recherches, on nous dit peut-être que l'urbanisation contribue à près de 40% de la pollution. Et donc, lorsqu'on le voit comme ça et qu'on a la possibilité de faire la production nous-mêmes, par exemple, de nos briques compressées à partir avec les terres cuites. Voilà, les terres cuites. Et qu'on peut utiliser. Aujourd'hui, c'est vérifié. Et il existe aussi des guides pour ça, pour pouvoir recadrer. Et ça évite extrêmement la chaleur jour et après. Hein. Tout à fait, tout à fait. Lorsqu'on reste dedans, nos parents au village ne connaissent pas la chaleur lorsqu'ils sont dans leur petit case. Donc, je pense que ce sont des trucs en réalité qu'on peut faire valoir. Et aujourd'hui, il existe pas mal. Je sais qu'il existe au moins une industrie qui fait la production, par exemple, des briques compressées. Donc, ce sont déjà des dispositions qui sont en train d'être prises et les politiques aussi ont déjà prévu pas mal de choses dans les axes de développement. Donc, ce n'est qu'avec la contribution aussi de la société civile que ces trucs-là seront quand même atteindre des objectifs. Le docteur Euseb? Oui, aujourd'hui, nous les avons les plans de contingence pour permettre aux communautés vulnérables de pouvoir disposer d'un outil qui leur permet déjà de connaître les différents risques qui affectent leur communauté, de pouvoir avoir l'évaluation, l'impact, tout ça, et également d'avoir des plans de réponse, d'avoir des plans de préparation, des plans de réponse. Et les actions concrètes qui sont déjà intégrées dans ces documents permettent alors aux communautés et à la plateforme communale de gestion des risques et catastrophes et autres, à la NPC, de pouvoir disposer d'informations déjà, de stratégies à utiliser ou à adopter en cas de surveillance de ces risques-là. Ça, c'est un premier point. Et également, les systèmes d'alerte précoce que l'État met en place permettent alors de pouvoir informer plus vite les communautés. Il serait encore mieux si l'État pourrait alors mettre de l'argent dedans parce que on fait des actions, on prévoit des choses, mais s'il n'y a pas le financement qui accompagne, je pense que ça restera toujours étudié. Alors parlons justement de financement. Est-ce qu'il y a un mécanisme de financement international pour appuyer ces pays les plus vulnérables? On parle du fonds vert pour le climat, fonds d'adaptation, mais il faut dire que par pays, par exemple ici au Bénin, c'est, comment on appelle-t-on, la FNEC. Voilà, FNEC qui est vraiment l'organe central là. Qui s'en charge. Donc, périodiquement, ils font des appels et les organisations... Donc, il y a effectivement des financements. Il y a plein de financements, pas les banques, pas des structures privées. Voilà, il y en a tellement que, bon, il faudra vraiment travailler pour les avoir. D'accord. Juste, Zomaou? Oui, j'irai dans le même sens. Oui, il y a pas mal de sources de financement et aujourd'hui, je pense qu'il existe jusqu'à 3 sources de financement aujourd'hui. Tout premièrement, on peut parler des sources nationales qui se reposent en majeure partie sur le budget du pays concerné et des divers mécanismes de collecte des taxes et consorts. On a également les sources qu'on peut traiter de bilatérales, qui sont surtout issues des coopérations entre les pays développés pour venir en aide aux pays en difficulté. Il y a également les sources multilatérales et c'est surtout concernant les fonds comme M. Zeb l'a dit, fonds vert et du climat, le fonds de l'environnement, le fonds pour l'environnement mondial. Je pense aussi qu'il y a le fonds d'adaptation. Voilà. Et pour le cas du Bénin, c'est la FNEC qui est accréditée et qui est encore au niveau, je pense, micro et qui a une capacité de financement de 10 millions de dollars, je pense bien. Donc, c'est la FNEC qui, aujourd'hui, le Fonds national de l'environnement et du climat, qui s'occupe de tout ça et accompagne les projets qui visent en réalité à contribuer à la réduction des effets du changement climatique au Bénin. D'accord, parfait. Nous allons faire un dernier tour de table. Docteur Euseb Kakpo, résilience face au changement climatique. Nous sommes à la fin de cette émission. Oui, on a parlé tout à l'heure des fonds, il faudrait les rendre accessibles. Les ONG sont là pour pouvoir travailler, parce que les ONG sont tellement à la base. Elles travaillent déjà. Elles travaillent, il faut de l'argent pour travailler. Et quand il parlait de ces fonds, je vois tout
toute la documentation, tout le travail, le sérieux. Il faut élaborer un document. Ce n'est pas facile pour décrocher ces fonds-là. Et tous les documents en instance. Il faut répondre à certaines normes, réglementations. Vraiment. Il y a des critères. Il y a des critères. Et dès que vous les voyez, bon, si vous n'avez pas les pieds à terre, voilà, vous faites un pas en arrière. Et donc, je pense qu'il faut essayer de... Oui, quoique oui, il y a cette facilitation parce que le FNEC a facilité un peu la chose, mais ça reste toujours corsé parce que eux, de leur côté, ils doivent aussi répondre à des exigences extérieures. Donc vous proposez quoi? Nous proposons que, comme ils ont commencé par le faire, de former aussi les organisations locales à la base et de faire en sorte que ces organisations qui sont déjà au niveau communautaire puissent alors avoir un ancrage plus corsé avec des moyens financiers plus. Voilà. Et je voudrais appeler notamment les communautés à ne pas rester à l'écart, ne pas croire que la situation n'est pas réelle. Non, effectivement, les changements climatiques impactent réellement et peuvent rendre vulnérables. Non, mais est-ce qu'il y a encore une population ou un individu qui puisse douter encore de... Oui, parfois les gens vous disent que c'est... des risques liés au changement climatique aujourd'hui. Vous leur demandez qu'est-ce qui fait que bon, vous constatez la sécheresse, ils vont dire que c'est la colère des dieux. Oui, parce qu'en temps, parfois ils ont raison. Bien, parce qu'en temps, vous aviez coupé du bois dans une forêt classée. Et donc le dieu qui était... C'est les sanctions qui... Voilà, donc c'est les sanctions. Donc c'est vrai... D'un côté, parfois, ils semblent ignorer tout ce que vous faites. Et donc, il faudrait vraiment les sensibiliser, les amener à voir un peu la réalité qui est là. D'accord. Voilà, Jude Azoumaou, oui, votre dernier mot. Oui, j'irai dans le même sens que M. Zeb. En parlant de la collecte des dieux, par exemple, tout ça, ça fait partie de la contribution de nos traditions en réalité à expliquer les effets aussi du changement climatique. Donc, ça fait partie de nos réalités. Mais, à un moment donné, il faudrait aussi accorder la place à la science pour comprendre aussi ce qui est en train de se passer. Donc je pense qu'il y a aussi pas mal de choses qui se font. On ne peut qu'exhorter les ONG, les acteurs de la société civile, la population elle-même à prendre conscience et apporter sa pierre à l'édifice. Parce que les effets du changement climatique partent même déjà du simple sachet qu'on jette par terre. Donc ce n'est pas un truc où il faut trouver une solution vraiment grandiose, mais c'est dans les petites actions qu'on peut contribuer à régler cela. Merci beaucoup à vous, Jude Azoumaou. Je rappelle que vous êtes environnementaliste. Docteur Euseb Kapou, merci d'avoir été là. Vous êtes également environnementaliste. Merci pour votre disponibilité. Merci. Cette émission a été réalisée par Rebecca Ogou. Merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Et très bonne suite des programmes sur Eden Télévision.